Je suis chercheur particulièrement sur les problèmes pulmonaires depuis 30 ans à peu près. Donc tout ce que je fais, c'est surtout sur les problèmes respiratoires, syndrome obstructif dans l'asthme, la BPCO sont ce qui m'intéresse. Et aussi ce qui m'intéresse aussi très beaucoup, c'est la toux chronique, un lien avec l'exposition à la pollution et les maladies respiratoires. Ça, je pense que c'est clair, c'est devenu très clair. À Maurice, je sais qu'il y a une forte prévalence de l'asthme et il y a aussi le problème de la bronchite chronique qui est due à la cigarette. Et aussi maintenant, il y a de l'évidence que l'exposition à la pollution, en fait, est aussi un autre facteur qui contribue. Donc il y a aussi d'autres maladies pulmonaires comme le cancer des poumons, comme la bronchiectasie, la fibrose. Donc en ce moment, ce qui m'intéresse très beaucoup, c'est d'essayer de définir les différents phénotypes d'asthme. Ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer à partir des gènes, d'essayer de séparer ces différents types d'asthme. On a des médicaments qui sont vraiment très bien. Presque toute la population des asthmatiques qui prennent ces médicaments, ils le font très bien. Ils ont une qualité de vie qui est vraiment nettement améliorée. Mais il y a quand même 5 à 10% des asthmatiques qui persistent à avoir des crises d'asthme, bien qu'ils prennent ces médicaments. Donc on appelle ces malades asthmatiques des malades sévères. C'est ce groupe de malades qui m'intéresse en fait, c'est de voir quel type d'asthme ils ont du point de vue de leur gène. Et en fait, on a découvert qu'il y a des types d'asthme qui sont poussés en fait par l'exposition à la pollution, par exemple. Il y en a d'autres qui sont poussés par des bactéries qui existent dans les poumons. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire que si c'est le cas, on peut maintenant penser qu'il y aurait des traitements en fait, très spécifiques pour ces types d'asthme. Donc c'est un travail en cours qui se fait, un travail qui a été subventionné par l'European Union. L'autre aspect qui m'intéresse, c'est les effets de la pollution. J'ai une équipe qui travaille là-dessus, qui regarde sur les composantes de cette pollution, quels sont les mécanismes que ces constituants de la pollution, par exemple les particules, bien les gaz noxiques comme l'ozone, comment est-ce qu'ils font pour activer les cellules dans les poumons quand on les respire, et comment est-ce que ça amène aux personnes à avoir des maladies comme l'asthme ou comme la BPCO. Donc une étude qu'on a fait récemment qui a fait beaucoup de bruit autour du monde, c'est l'étude sur Oxford Street. On a pris des malades et aussi des gens normaux qui sont âgés au-dessus de 60 ans. On les a fait marcher sur Oxford Street qui, comme vous le savez, c'est une rue commerciale à Londres. On a fait ces gens marcher pendant 2 heures et on a fait des dosages du point de vue des poumons et aussi du point de vue cardiovasculaire. Donc on a vu que si on est âgé de plus de 60 ans et qu'on est sain, on n'a pas de maladie, on marche sur Oxford Street, on perd tout ce gain qu'on a en marchant pendant 2 heures. On perd une augmentation de la capacité pulmonaire qu'on obtient en faisant cet exercice. Ça, on le perd. Et puis on aussi perd la dilatation des vaisseaux sanguins, on le perd complètement. Donc ces résultats ont été vraiment transmis à travers le monde, ça a été publié en Angleterre bien sûr, en Europe, aux États-Unis, en Australie et même en Inde en fait. Il ne faut pas aller faire de l'exercice dans un endroit qui est très pollué. Parce que ça ne vaut pas la peine parce que tous les bénéfices qu'on obtient de cet exercice, on va le perdre. Les résultats de recherche que je fais, en fait, ça va s'appliquer aussi dans le domaine mauricien. Je pense qu'il y a
quand même des endroits où il y a une forte dose de pollution, dans les villes par exemple, sur les routes, qui sont maintenant très encombrées. J'ai entendu parler que sur la rue Vandermeersch, on va plus avoir cette allée où les gens pouvaient marcher sur des kilomètres et qu'on va le fermer parce qu'il y aura le métro qui va être construit sur cette allée. Mais je pense que c'est une bonne chose parce qu'on sait bien que sur la rue Vandermeersch, il y a beaucoup de circulation pendant les heures de pointe particulièrement, et c'est une heure où beaucoup de gens vont faire leur marche, donc c'est pas une bonne idée. En général, c'est bien de pouvoir consommer chaque jour 5 différents fruits et légumes, comme on préconise en Angleterre en fait, parce que ces légumes, ces fruits contiennent des antioxydants qui combattent l'effet de la pollution. Mais il y a certaines catégories de gens qui sont vraiment plus disposés aux effets nocifs de la pollution. Par exemple, les asthmatiques, les gens de la BPCO, et puis les petits-enfants en fait. Ils sont très sensibles parce qu'on est petit, les poumons sont toujours en train de grandir en fait. On va publier là un petit article dans un journal de l'Asian Pacific Respiratory Journal qui est publié en Australie. On fait un petit article sur Green Healthcare. C'est un concept général. En fait, ça s'applique à la construction des hôpitaux, des nouveaux hôpitaux. Le second thème, c'est de penser comment dispenser des soins médicaux du point de vue de Green Healthcare. Si on peut éviter à faire des tests qui ne sont pas nécessaires pour un malade, ça, c'est Green Healthcare. Ou bien pour les malades qui doivent venir à la clinique, par exemple, pour voir le médecin, est-ce qu'on peut faire une entrevue à travers l'Internet, par exemple? Le médecin qui est à l'hôpital, qui voit son malade sur Internet et lui demande des questions, comme il le fait face à face, et même faire des examens à travers l'Internet. Si on peut faire ça, ça évite le malade à prendre une voiture pour venir à l'hôpital et puis contrôler la congestion routière, etc. Donc ça c'est Green Healthcare. Je ne peux pas vous dire sur la légalisation du cannabis, mais c'est vrai que les produits de cannabis, on le trouve efficace dans certaines maladies, ça c'est sûr. Mais on peut produire des médicaments à partir de ça. Et ces médicaments, il faut qu'on le légalise et qu'on le contrôle. C'est un peu comme servir de la morphine dans la médecine. Mais aller de là pour légaliser le cannabis, ça je ne peux pas vous donner mon opinion, mais du point de vue médical, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème qu'on trouve un avantage thérapeutique de ces médicaments. Et en fait, en Angleterre, on va en fait produire ces médicaments qu'on va s'en servir du point de vue thérapeutique. Un des combats qu'il faut faire en fait à Maurice, c'est de réduire la consommation du tabac. Et puis il faut avoir des cliniques où on peut aider les gens à quitter le tabagisme. En fait, la maturation des poumons, c'est à l'âge de 18 ans à 20 ans que ça devient des poumons à 100%. Depuis les années 70, il y a eu une énorme évolution de la médecine respiratoire. Il y a une évolution en termes diagnostiques. Maintenant, on peut avoir beaucoup de types de diagnostics pour diagnostiquer, par exemple, les cancers des poumons, par exemple. L'imagerie et la possibilité de faire de la bronchoscopie, c'est-à-dire introduire un tube pour voir ce qui se passe dans les poumons.
Et pas seulement ça, mais maintenant on se sert de cette bronchoscopie en fait à traitement à travers la bronchoscopie. Par exemple, on peut traiter les cancers. Donc la médecine respiratoire est devenue un domaine qui est vraiment très actif maintenant. Il y a toujours en fait des progrès. Le but de cette réunion de la diaspora mauricienne, de voir si cette diaspora pourrait contribuer à l'évolution, contribuer à l'île Maurice en termes de recherche, en termes d'éducation, en termes des cours, en termes de faire des collaborations au niveau des domaines très spécifiques ou bien au niveau général. Donc j'ai rencontré d'autres Mauriciens de cette diaspora et j'étais très content de voir des Mauriciens qui, comme moi, ont été à l'étranger pendant plusieurs années et qui sont à un très haut niveau, travaillent dans l'université et qui font de la recherche, qui sont vraiment à la pointe de leur spécialité. La diaspora mauricienne est dans tous les coins du monde.